Bonsoir tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir sur la plateforme du Wellness, une plateforme qui est dédiée au bien-être de la femme. Et donc ce soir, nous avons Keren Gozlan. Bonsoir Keren, Bonsoir Yardena, je suis merci de très me très heureuse. recevoir. Merci à toi, merci vraiment. Donc Keren, tu es psychologue, tu es psychothérapeute, spécialiste dans l'orientation cognitive. Tu es également conférencière, formatrice. Et ce soir, tu vas nous parler que comment se libérer du poids du passé pour être heureux. Gros sujet, vaste sujet, n'est-ce pas? Et je te remercie infiniment pour tout ce que tu te donnes pour la communauté. Merci infiniment, Ben Keren, non, d'être là. merci à toi Yardena, merci beaucoup déjà d'avoir entrepris ce grand projet là, cette plateforme dédiée aux femmes. Vraiment, quelle belle initiative et surtout, voilà, il faut beaucoup de dévouement pour pouvoir s'investir comme tu le fais. Et vraiment, je te félicite et j'espère que voilà, on pourra, comme tu le dis si bien, revenir à la source qui est en soi déjà et essayer d'illuminer le monde le plus possible. Voilà. Amen, merci beaucoup, Keren. Alors, euh, donc bonsoir aux personnes qui sont à l'heure. Voilà, merci de m'accueillir ici. Alors, quand on entend ce titre, on peut se poser la question. Déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est quoi le passé? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut forcément, quand je dis se libérer du poids du passé, eh bien, il ne faut pas forcément avoir une histoire douloureuse ou avoir vécu ben, voilà, de la maltraitance ou des choses dramatiques pour que le passé impacte notre présent. D'accord? Il faut comprendre que le passé, il a toujours un impact sur notre présent, sur notre histoire. Et comment on peut remarquer en fait ces effets du passé? Ces effets du passé, ils sont présents souvent quand les mêmes situations de la vie se répètent. Vous savez, ces fameux scénarios répétitifs, on est souvent face aux mêmes situations, mais avec des acteurs différents. On revient un peu les mêmes choses, les mêmes problématiques relationnelles, les mêmes émotions, ou bien lorsqu'on est face à des blocages, on sent qu'on n'avance pas dans notre vie, ou toujours les mêmes réactions, ou bien même des réactions qui sont disproportionnées. On ne comprend pas pourquoi on réagit de telle ou telle façon, malgré notre mental qui est bien conscient que ce n'est pas la bonne façon de réagir. Eh bien, on est comme déconnecté et on réagit d'une façon disproportionnée. Il y a aussi lorsqu'on a des addictions. Les addictions, ça peut être toutes sortes d'addictions, hein, même une addiction au sucre, c'est une addiction. Toutes les addictions qu'on peut développer qui sont souvent liées aux effets, enfin l'impact du passé sur notre présent, à des émotions qu'on avale. Et quand on parle de maladie, de crise existentielle, tout ça eh bien, reflète quelque part les effets eh bien, de notre passé. Alors pourquoi ça? Il faut comprendre c'est quoi quand je parle du passé. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est on est tous le fruit d'un conditionnement. On est tous le fruit d'un conditionnement. C'est quoi un conditionnement? C'est un conditionnement déjà éducatif, d'accord? On est tous le fruit d'une éducation. Alors, Yardena, hein, n'hésite pas si tu as des questions, puisque là, voilà, on n'est pas encore très nombreuses, mais si tu as des questions, ben, comme ça, au moins, ça me permet Bien sûr. de développer encore plus et d'amener le maximum de choses aux gens qui sont présents d'un conditionnement qui est éducatif, donc notre éducation, d'un conditionnement expérientiel, donc notre expérience de vie, des expériences qui se sont répétées, qui nous ont aussi façonnés, d'accord, d'un conditionnement sociétal, hein, notre façon de voir les choses, nos croyances, elles sont aussi liées à la société dans laquelle on vit, on évolue, et on ne va pas avoir les mêmes croyances que dans d'autres pays, d'accord. Et en fait, on a, au cours de notre développement, voilà, du développement dans notre vie, on a construit des croyances, des schémas de pensée et de fonctionnement qui nous rendent prisonniers souvent de nos réactions et nous empêchent souvent d'avancer vraiment et d'être véritablement heureux. Donc déjà,
voilà, l'idée, c'était bien de définir qu'est-ce que j'entends quand je parle du passé. D'accord? Le passé, c'est pas forcément, encore une fois, d'avoir eu une histoire douloureuse, même si ça peut être le cas. D'accord? Et si c'est le cas, ben, ça encore, voilà, ça peut encore plus vous parler. Mais même sans ça, on est tous le fruit d'un conditionnement. Alors, déjà, la première chose, si on veut vraiment réussir à se libérer, à aller de l'avant, à opérer un changement dans notre existence, à sentir que vraiment là, on avance. Parce que si vous voulez, il faut comprendre qu'on est, j'aime bien dire ça, c'est qu'on est à la vie comme à l'école. Si jamais on ne tire pas le leçon de nos expériences, si jamais eh bien, on n'arrive pas à comprendre le message qui se cache derrière ces situations qui se répètent sans arrêt, ben, ça va se reproduire, on redouble nos classes et on aura toujours reconfronté à des situations similaires tant qu'on n'a pas finalement compris qu'il y a un message qui se cache derrière et qu'il faut aller voir au-delà de la situation et qu'il faut comprendre en fait que ça vient pointer du doigt quelque chose. Ça vient pointer du doigt des croyances en fait, des croyances qui sont à l'origine, d'accord, et bien en fin de compte des situations que l'on vit. C'est difficile à comprendre parce que, en fait, on pense, j'aime bien donner cet exemple, si on a trois personnes différentes, donc on va dire Rebecca, Sarah et Laetitia, d'accord. Ces trois personnes invitent chacune de leur côté, invitent une amie au restaurant, ou ont rendez-vous avec une amie au restaurant, et cette amie ne vient pas, d'accord. Cette amie ne vient pas. Alors, on pourrait se dire que, ben, puisqu'elles sont toutes les trois face à la même situation, toutes les trois vont réagir de la même façon, n'est-ce pas? Pourtant, ce qu'on remarque, c'est que souvent, ben, voilà, par exemple, Laetitia, elle va s'énerver. On a dit qui? Rebecca, elle va s'inquiéter. Et Sarah, eh bien, elle va déprimer. Alors, vous allez me dire, bah, pourtant, elles sont toutes face à la même situation. Donc, comment ça se fait que ça génère des réactions qui sont totalement différentes? Eh bien, ça génère des réactions qui sont totalement différentes parce qu'il y a une case qu'on n'a pas identifiée entre ben, la situation et la réaction. Cette case, c'est la plus importante. C'est les pensées qu'on entretient sur la situation. C'est les croyances qu'on a au fond de nous et qui font que ben, on va gérer de cette façon la situation. Alors, pourquoi dans un cas, il y en a une qui s'énerve? Parce que tout simplement, ses croyances, c'est mais quoi, elle me fait ça à moi, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas normal. Voilà, elle aurait pu prévenir. Donc en fait, c'est toutes ces pensées qu'on a à l'intérieur de nous. Donc là, c'est son ego qui prend le dessus. On va essayer de parler un petit peu de l'ego aujourd'hui. L'autre personne, comment elle va réagir? Qui s'inquiète, elle se dit ah, ben, peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose, la pauvre. Et l'autre personne, elle déprime, de toute façon, j'ai jamais de vrais amis, je peux compter sur personne, ça se fait pas. Et donc, cette personne, elle va. Alors, il y a quelqu'un qu'il faut admettre, je crois. Ah, voilà. Je ne sais pas si j'ai réussi à la rentrée, Yardena. Ouais. Bon, je t'entends pas. Et donc, cette personne, elle va réagir en déprimant. Alors pourtant, toutes les trois étaient bien face à la même situation. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une réagit comme ça, l'autre réagit comme ça, et l'autre réagit encore d'une façon différente face à la même situation? Ben ça, finalement, c'est un peu, en général, on réagit à peu près très souvent de la même façon. Alors oui, ça peut changer en fonction de la personne qu'on a en face de nous, évidemment, mais très souvent, c'est comment dire, le résultat de notre conditionnement. On a été de notre conditionnement éducatif, on s'énerve facilement, ou l'autre personne, alors et on va en parler, elle a cette blessure d'abandon, et donc en fait, dès que voilà, son amie ne vient pas, tout de suite, elle associe ça, je peux compter sur personne, de toute façon, donc à cette croyance qu'elle a, qu'elle peut compter sur personne.
Et en fait, c'est cette croyance aussi qui amène la situation, parce que la vie nous donne le travail qui va nous permettre en fait de mettre en lumière ces blessures qu'on a à l'intérieur de nous, d'accord? Ces croyances sont l'expression des blessures qu'on a à l'intérieur de nous, et donc les situations, elles vont venir, elles sont là, et c'est comme ça qu'on doit les voir. Elles sont là véritablement pour mettre en lumière, eh bien, ces, ces blessures qu'on a à l'intérieur de nous, et pour nous permettre de faire le travail de guérison. Donc, comme je vous l'explique, c'est que déjà, la première chose, c'est de comprendre que ces croyances sont l'expression d'une blessure. Et ensuite, que bien, cette blessure, eh bien, elle vient d'où cette blessure? D'accord? Alors, quand je parle de blessure, on a différents types de blessures. D'accord? Alors, ça dépend comment, sous quel, à partir de quel champ d'analyse, eh bien, quel prisme d'analyse on prend les choses. Mais si on part des 5 blessures que vous avez sûrement déjà entendu parler, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, il y a la blessure d'amour, d'accord? Une blessure d'amour. Il y a la blessure de reconnaissance, d'accord? On n'a pas eu suffisamment de reconnaissance dans notre enfance, on cherche la reconnaissance. Il y a la blessure de trahison. Il y a toutes sortes de blessures. Il y a la blessure de rejet. Il y a la blessure d'abandon, d'accord? Toutes ces blessures, en fait, elles sont la conséquence de besoins non comblés qui n'ont pas été comblés durant notre enfance. Alors, on ne peut pas avoir des parents parfaits, hein, et même même si on a des parents extraordinaires, on a toujours des besoins qui n'ont pas été comblés. Et ça dépend aussi de notre position dans la fratrie, ça dépend des expériences de vie qu'on a eues aussi, ça dépend de plein de choses. Hein. Ce n'est pas que lié à notre conditionnement éducatif ou à nos parents, c'est tout un ensemble de paramètres aussi en fonction de nos caractéristiques personnelles, d'accord, qu'on va développer certaines blessures. Parce qu'on voit très bien que les mêmes enfants qui sont dans la même famille, ben, ils ne vont pas avoir forcément les mêmes blessures, d'accord? Donc, mais cette blessure, c'est toujours la conséquence d'un besoin qu'on avait qui n'a pas été comblé. D'accord? Alors, les besoins principaux, il y a plein de besoins. Il y a le besoin de sécurité, il y a le besoin d'amour inconditionnel, il y a le besoin de reconnaissance, il y a toutes sortes de besoins. D'accord? Et ces besoins-là, ils ont besoin, il faut pouvoir être à l'écoute de ces besoins et y répondre pour finalement, eh bien, guérir de ces blessures. Donc, la première chose à faire déjà pour avancer sur ce chemin de transformation de soi, c'est de devenir conscient de nos schémas répétitifs, d'accord, de ce qui se répète dans notre vie sans arrêt. Et de comprendre en fin de compte quelles sont nos réactions, d'accord? Et qu'est-ce qu'elles viennent mettre en lumière? C'est aussi déjà changer notre prisme sur les situations et les difficultés. J'entends très souvent les gens qui pensent que le bonheur, c'est synonyme de facilité. C'est totalement faux de penser que le bonheur, c'est quand tout va bien. Pas du tout. Il y a des gens qui ont tout pour être heureux, absolument tout, d'accord, et qui ont des facilités à plein de niveaux, et pourtant, ils ne sont pas du tout heureux. Et il y en a d'autres qui rencontrent énormément de difficultés dans leur existence, et pourtant, ils croquent la vie à pleines dents, ils évoluent, ils grandissent, et ils se surpassent, ils se dépassent, et véritablement, ils goûtent à ce bonheur. Donc, en fait, le bonheur, déjà, c'est comprendre que c'est déjà pas synonyme de facilité, que la difficulté, elle est là véritablement pour nous aider à grandir. Elle est là pour nous aider à faire un travail. Et tant qu'on ne veut pas écouter le message, tant qu'on ne veut pas faire ce travail, eh bien, on redouble notre classe, on repasse par les mêmes situations qui vont nous... Et en fin de compte, on est dans cette résistance. Le but, c'est de réussir à mettre en lumière ce qu'il y a à l'intérieur de nous, ces ressources qu'on n'aurait pas été chercher si on n'était pas passé par cette difficulté. Parce que on ne sait pas de quoi on est capable. On ne sait absolument pas. Tant qu'on n'est pas confronté à une difficulté qui va aller nous pousser à aller chercher en nous, on ne sait pas à quel point on est bien plus que ce qu'on pense être.
Et le but de la difficulté, ou en tout cas même voilà, de toutes les petites, quand je dis difficulté, c'est toutes les situations qui sont plus ou moins difficiles. Il y en a des très difficiles, il y en a des moins difficiles. Mais le but à chaque fois, c'est de réussir à transformer, vous savez, le diamant, à la base, c'est quoi? C'est du carbone. C'est c'est dans des mines qu'on trouve les diamants. Et si jamais enfin, je veux dire, quelqu'un qui n'est pas connaisseur, il peut piétiner ça sans se rendre compte de ce qu'il a sous la main, d'accord? Il faut que ça passe par une usine de polissage, ou que ça passe par un travail, d'accord, pour qu'on puisse révéler en fait le diamant qu'il y a derrière. Donc le but, c'est comprendre que ben oui, ça demande, oui, ça frotte, oui, ça dérange, oui, il y a des choses qui nous contrarient, et sans arrêt, la vie, elle est là pour nous déstabiliser quelque part, pour nous faire sortir de notre zone de confort, pour nous permettre d'avancer, mais que sans ça, on ne peut pas grandir. Et ce qu'il y a de merveilleux, alors, si vous savez, quand on soigne le psychisme, d'accord, psychologie, ben, ça vient en grec, à la base, ça vient du grec psychos, qui veut dire l'âme. On ne peut pas soigner le psychisme sans parler de la spiritualité inhérente à ça, sans aller au-delà, en fin de compte, parce qu'on est bien plus qu'un mental. On n'est pas seulement un mental, un cœur, un corps. On est bien plus que ça. Et donc, forcément, je vais faire des parallèles avec la spiritualité, avec la Torah, puisqu'on est ici, grâce à Dieu, avec un groupe de femmes de la communauté. Et en hébreu, les mots sont très puissants. Les mots en eux-mêmes, ils contiennent déjà la nature de la chose. Et tout le concept, il est contenu juste dans le mot. Et vous savez, Nisayon en hébreu, ça vient de. Il y a le mot Nes à l'intérieur, il y a le mot miracle. Et il y a aussi, dans la période de Hanouka, il y a le mot Yavan. Et Yavan, c'est grec, d'accord, c'est les Grecs. C'est quoi? C'est ce qui est représenté, c'est l'extériorité. Il faut parfois dépasser l'extériorité, la situation telle qu'on la voit, l'apparence. Souvent, on se pense que les situations, ben, il y a des situations qui nous paraissent totalement négatives, vraiment négatives. Et combien de fois on s'est rendu compte qu'une situation, alors j'ai 1000 choses à vous raconter qui pourraient aller dans ce sens, mais vous aussi, vous avez sûrement dû vivre des expériences similaires, qu'une chose qui au départ paraissait négative, eh bien, c'est avéré être une chose extrêmement positive pour nous, d'accord? Et si je peux vous parler de personnages qui sont connus, j'aime bien parler par exemple de Steve Jobs, d'accord, qu'on connaît, qui a monté Apple, et qui a monté Apple après avoir été renvoyé de sa propre société qu'il avait bâtie à la sueur de son front. Il a été mis à la porte comme un vaurien. Et à partir de là, il était au fond du trou, et en fait, il s'est relevé et il a construit Apple, et il est allé chercher vraiment bien plus loin en lui, pour pouvoir, en fin de compte, manifester tout son potentiel. Vous connaissez aussi J.K. Rowling, je crois que c'est comme ça, son nom. C'est l'auteur des Harry Potter. Et vous savez que quand elle a écrit ses bouquins, elle était au fond du trou, c'était une SDF, elle était en dépression, d'accord. C'était un moment de son existence où son amie l'a quittée, elle était avec 2 enfants en bas âge, elle avait plus d'argent, elle avait plus de boulot, donc tout ce qu'on peut imaginer de pire. Et à ce moment-là, elle a dit, c'est ce qui m'a amenée là où j'en suis aujourd'hui. On sait qu'aujourd'hui, déjà, c'est une des femmes, je crois que c'est la 2e femme la plus riche du monde, mais au-delà de ça, c'est une femme qui s'est construite, et elle raconte ça, elle raconte comment elle a évolué, et qu'en fin de compte, c'est en étant au fond du trou, parfois on a besoin de toucher le fond de la piscine pour pouvoir remonter à la surface. Et bien, c'est à ce moment-là qu'elle est partie aller chercher en elle ce qu'elle voulait vraiment, qu'elle est partie, c'est de comprendre en fin de compte pourquoi la vie l'a maltraitée, parce que la vie ne nous veut pas du mal. Dieu ne nous veut pas du mal. S'il y a des situations qui arrivent, qui se répètent, qui nous font du mal, c'est que la vie, elle a un message à nous transmettre. Et tant qu'on ne veut pas aller entendre le message, tant qu'on se focalise sur l'extériorité, c'est ce que je vous parlais, Nisayan, tant on s'arrête en fait à l'extérieur, le Yavan, d'accord, à l'extériorité de la situation, qu'on la voit négativement, mais qu'on ne veut pas aller chercher le diamant derrière, le Nes derrière, parce que la vie, elle a sans arrêt des cadeaux extraordinaires à nous offrir, mais sauf que, eh bien, elle ne va pas nous les donner comme ça. Ils sont toujours très mal emballés, parce qu'on doit exercer notre libre arbitre, et ça, on en parlera plus tard. Mais
ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a toujours un diamant derrière une difficulté. Il y a toujours quelque chose à en tirer. Il y a toujours, et c'est comme ça qu'on va grandir, c'est comme ça qu'on va se parfaire. Le but de l'existence, c'est de se parfaire, c'est d'évoluer. Et le bonheur, c'est vivre cette expérience de l'évolution. Le bonheur, c'est ça. C'est vivre cette expérience de l'évolution, de l'ascension et de se rapprocher d'une vérité en nous et d'aller, en fin de compte, se libérer de toutes ces couches de croyances, d'ego, de tout ce qu'on pense être mais qu'on n'est pas, d'accord, pour aller donner les réponses appropriées en identifiant clairement quels sont nos besoins. Donc, c'est grâce à la difficulté qu'on peut découvrir nos ressources et qu'on peut aller chercher la lumière en nous. Alors, comment on fait? Un vaste programme, comme je vous l'ai dit. Je ne pense pas que je pourrais tout aborder aujourd'hui. J'essaierai de vous donner le maximum. Mais déjà, ça commence par ce que j'appelle la déprogrammation. La déprogrammation, c'est qu'il faut déjà cesser de réagir. Réagir et commencer par lâcher prise. Alors, lâcher prise, oh là là là, c'est pas simple hein, pour tout le monde. Déjà, réagir, c'est quoi? C'est réagir. C'est refaire pareil, en fait. C'est ce conditionnement dont je vous parlais au début de ma présentation. C'est de refaire la même chose à chaque fois, de ne pas réfléchir à notre réaction. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on réagit comme ça? Qu'est-ce qui nous pousse à réagir comme ça? D'accord? Donc, c'est ce conditionnement sans réflexion. Donc déjà, arrêter de réagir face à une situation qui nous dérange. D'accord? La première chose, c'est de commencer par lâcher prise. Lâcher prise, les gens ont peur de lâcher prise. Pourquoi? Parce qu'ils veulent exercer un contrôle. Et on a tous peur, on a tous ça en nous. On a peur de lâcher prise, mais on ne comprend pas que lâcher prise, c'est complètement différent que c'est pas se résigner ou abandonner ou baisser les bras. Pas du tout. Les gens ne veulent pas lâcher prise parce qu'ils se disent que s'ils lâchent prise, ils vont s'écrouler. D'accord? Et que s'ils n'ont pas le contrôle de la situation, ça va mal aller. Mais c'est l'inverse. Déjà, comprendre que, bah, oui, on a le contrôle de rien, clairement. On a le contrôle que de nous-mêmes. D'accord? Et souvent, le contrôle qu'on veut exercer, c'est sur les situations et sur les gens. Et donc, lâcher prise, c'est déjà lâcher pour mieux prendre. Mais prendre ce qu'il faut. Pas se battre contre rien. Donc, c'est commencer par accepter la situation telle qu'elle est, accepter ce qui est, faire face en fait. J'aime bien dire que, alors je ne sais pas si c'est quelque chose, si c'est une citation qui est sortie de ma tête ou si c'est quelque chose que j'ai vu, mais en tout cas, c'est quelque chose que je répète souvent. Tout ce à quoi l'on résiste subsiste, tout ce à quoi l'on fait face, tout ce à quoi on fait face passe et s'efface. Ça veut dire que déjà, la première chose, c'est d'accepter ce qui est, ça veut dire faire face à la situation. Souvent, on ne regarde pas la situation en face, on ne regarde pas la difficulté. On regarde la personne en face et ce qu'elle nous a fait. On a tout un discours intérieur et ça, c'est l'ego qui prend tout l'espace, toute la place. D'accord? On ne regarde pas la situation, on ne regarde pas ce qui est. Et déjà, c'est d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Ça veut dire il y a des choses, on ne peut pas les changer. Voilà, la situation, elle est telle qu'elle est. Mais on accepte déjà ce qu'on ne peut pas changer pour pouvoir changer ce qu'on peut changer. D'accord? Et, et la deuxième chose, c'est que souvent, ce qui nous pousse à réagir d'une certaine façon, très souvent, ce qui fait qu'on est dans la réaction, qu'on réagit en fonction de quelque chose et pas dans l'action constructive qui fait suite au lâcher-prise. Parce que quand on est dans le lâcher-prise, on peut être ensuite dans une action constructive. Quand on est dans la réaction, on n'est pas dans l'action constructive, juste on réagit face à quelque chose. Et bien, la deuxième chose qui fait qu'on réagit, c'est qu'on est souvent très téléguidé par nos peurs. Ça veut dire que quand je vous parlais de croyances, eh bien, les croyances, elles sont associées à toutes les peurs qu'on a. Comme je vous ai dit, la peur d'être abandonné, la peur de ne pas être aimé pour ce que l'on est, la peur du manque, la peur de plein de choses. En fin de compte, c'est toutes ces peurs qui nous habitent
Et les croyances qui sont associées, comme je vous ai expliqué, quand on a une blessure, par exemple, d'abandon, on a peur que les autres nous quittent, ou on se dit que l'autre finira toujours par nous abandonner, qu'on nous laissera toujours tomber. On a cette croyance qui est profondément ancrée. Et donc, en fait, quand on décide d'arrêter de réagir, c'est déjà décider de faire monter ça à la conscience et d'arrêter de réagir en fonction de nos peurs. Parce que quand on réagit par rapport à nos peurs, eh bien, très souvent, on va à l'inverse de l'objectif que l'on poursuit. On va à l'opposé de l'objectif qu'on poursuit. Je vais vous donner un exemple. Et l'histoire de la possessivité de Sandrine. C'est une femme, donc c'est un faux nom, bien sûr. C'est l'histoire d'une femme qui était très, très jalouse, très possessive avec son mari. À chaque fois qu'il rentrait un petit peu tard, où tu étais, qu'est-ce que tu as fait? C'était une vraie enquête policière. Et, et pourquoi elle agissait de cette façon? Parce qu'elle avait cette peur de l'abandon, cette peur d'être trahie, etc. Et donc cette blessure-là. Et ce qui se passe, c'est qu'à la base, son mari n'avait aucune intention ni de l'abandonner, ni de la quitter, ni de partir. Mais ce qu'il faisait, c'est qu'à chaque fois, il avait tellement la rama de rentrer à la maison, la peur de rentrer à la maison parce qu'il savait qu'elle allait lui tomber dessus, que il retardait à chaque fois sa venue. Et après, il a commencé à rester plus longtemps au travail, à sortir avec des amis dans des cafés, etc. Et petit à petit, il est arrivé ce qui est arrivé, c'est que son mari est parti. Alors, il est parti pour X raisons, X ou Y raisons, peu importe. En tout cas, elle a finalement été abandonnée. Ce qu'elle redoutait le plus, est arrivé. On attire à nous ce qu'on redoute. C'est quelque chose qui est, c'est une loi, c'est la loi de l'attraction, et c'est quelque chose qui est présent dans la Torah. On le voit avec Iyov, on le voit avec plein de choses. Mais c'est une réalité. Alors, il ne faut pas avoir trop peur, dans le sens où il faut vraiment que ce soit très ancré pour que ça aille jusque-là. Mais l'idée, c'est de comprendre que finalement, elle, ce qu'elle voulait, c'était la proximité et l'amour. Elle recherchait la proximité avec son mari, l'amour. Et donc, le but, c'était de le rapprocher d'elle. Et qu'est-ce qu'elle faisait par son comportement? Elle l'a éloigné et elle a causé ce qu'elle redoutait. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, elle n'était pas télécommandée par l'objectif qu'elle poursuivait, qui était de le rapprocher d'elle, mais par sa peur inconsciente qui l'abandonne. Et quand on est télécommandé par notre peur, pourquoi on l'attire à nous? Parce qu'on se focalise dessus. Et en fin de compte, on crée cette réalité. Vous voyez, c'est ça, cette loi d'attraction, c'est qu'on crée cette réalité parce que la vie, elle viendra toujours nous donner raison. Si on croit qu'on n'y arrivera jamais, eh bien, vous avez raison, vous n'y arriverez jamais. Si vous croyez que tous les hommes sont volages ou je ne sais quoi, eh bien, vous avez raison, vous tomberez sur ce genre de personnes. Si vous croyez que il y a 1000 croyances qu'on peut avoir, mais si vous y croyez, eh ben, c'est ce qui arrivera. Donc, en fait, il faut déjà commencer à faire le point sur ces croyances-là. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qu'il faut admettre là. Déjà, commencer par faire le point sur ces croyances qui nous habitent, ces blessures qui nous habitent et qui créent les situations auxquelles on est sans cesse confronté. Donc, pour revenir à cette idée de lâcher prise, en fin de compte, lâcher prise, c'est le contraire de la passivité. Le lâcher prise, ça invite à l'action constructive. Mais ce n'est pas synonyme de contrôle. Parce que comme je vous ai dit, quand on veut avoir le contrôle de la situation ou tout contrôler, souvent, c'est un contrôle qu'on exerce sur l'extérieur et pas sur nous, en fin de compte. Essayer de comprendre maintenant quel est le message que cette situation-là, elle a à me transmettre. Comment je peux rebondir de cette situation? Comme je vous ai expliqué aussi tout à l'heure, c'est que souvent, on voit les situations, on les teinte de notre filtre d'interprétation. On se dit que cette situation, elle est positive ou négative. On ne devrait pas faire ça. Il n'y a pas de situation positive ou négative. Il n'y a que des expériences et ce qu'on en fait, nous. D'accord? Je vais vous expliquer. Déjà, donc on a dit, euh,
on a dit que, donc premièrement, c'était se lâcher prise, d'accord. Deuxièmement, c'est lâcher aussi. C'est quoi se lâcher prise? C'est lâcher nos peurs et cesser de résister face à ce qui est, d'accord. C'est que quand on a une situation qui nous dérange, ou on est face à une problématique, ou un problème, voilà, vraiment qu'on traîne avec nous depuis longtemps, etc. Eh bien, et on a l'impression que la vie s'acharne contre nous et on est en résistance. On refuse que les choses ne se passent pas comme on le voudrait ou comme on l'avait prévu. Et ça, c'est encore une fois la manifestation de notre ego. Notre ego, c'est quoi? Souvent, les gens, l'ego, c'est quoi? C'est important, l'ego, il nous sert à quelque chose. L'ego, on peut le traduire par le surmoi en psychologie, d'accord? L'ego, c'est ce bavard en nous qui pense tout savoir, qui nous dit bah, ça, c'est pas possible, là, ça, c'est pas normal. C'est vraiment ce qui est là à la base pour défendre notre identité. D'accord. Mais celui aussi qui nous empêche d'aller voir derrière cette couche d'ego, de se connecter véritablement à notre essence et de se détacher, en fin de compte, comme je vous ai expliqué, on est bien plus qu'un mental. On est bien plus que des émotions, d'accord. On a une âme, on a une part divine en nous, d'accord, qui détient d'infinies potentialités, d'infinies capacités. Et finalement, c'est réussir à se reconnecter, à être dans ce silence comme ça de l'âme, de se reconnecter véritablement à ça, à soi. Aujourd'hui, on parle beaucoup de méditation, de mindfulness, voilà, cette pleine conscience, réussir à se recentrer à l'intérieur de soi, à se déconnecter de tout ce mental, de toutes ces pensées qui nous accablent, de tout ce discours interne, pour vraiment réussir à se connecter à la nature, à se connecter à soi-même. Donc, déjà, la première chose, c'est d'arrêter de vouloir résister en pensant que ben, c'est nous qui contrôlons les choses. On ne contrôle pas. Et c'est aussi croire que la vie, que Dieu, eh bien, c'est ce qu'il fait et que s'il nous présente ces situations, c'est qu'elles ont quelque chose à nous apporter. C'est accueillir, en fait, accueillir ce qui est, accueillir les choses. Pour vous expliquer cette idée d'accueil, je pense à, j'ai vu c'est une parabole avec un apnéiste. Vous savez, les apnéistes, enfin, quand on voit en fin de compte les prouesses de ce dont ils sont capables, c'est juste incroyable. Ils descendent à je ne sais combien de mètres de profondeur et plus ils vont descendre bas, plus l'eau, elle va exercer une pression en fin de compte sur tous leurs membres et que si jamais ils n'étaient pas en fusion totale avec l'eau, si jamais ils résistaient, en fin de compte, ils se contractaient, eh bien, tous leurs membres peuvent être brisés par la pression de l'eau qui est exercée sur leur corps. Et donc, en fait, je lisais en fait cette interview d'un grand apnéiste qui racontait que quand il descend, en fait, il y a un moment donné, ben, il y a l'obscurité, c'est très sombre, c'est froid, c'est vraiment, ça fait peur, ça fait terriblement peur. Et, et qu'en fait, on a deux possibilités. Soit on résiste, on se débat, et là, c'est la mort assurée. Soit, eh bien, on accueille, en fait, on se met on accueille cette réalité, on se met en harmonie, en fait, avec elle, et on reçoit. Et en fin de compte, il dit, c'est le sentiment d'extase le plus incroyable, c'est de se fondre avec la nature. Et ben, en fin de compte, c'est de toucher à l'intérieur de soi quelque chose qui nous dépasse, quoi. Et c'est un petit peu la même idée, c'est comprendre que les situations, on a avoir tendance à vouloir tout le temps résister par rapport à se mettre en résistance, à ne pas accueillir la situation. Et ne pas l'accueillir, c'est aussi bloquer sa respiration. Vous savez, quand on est stressé par quelque chose ou quand il y a quelque chose qui nous dérange, qu'est-ce qui se passe tout de suite? On change de respiration. On a une respiration haletante, on la bloque. C'est pour ça qu'on nous dit d'inspirer, etc. Parce que inspirer, c'est accueillir aussi la vie, c'est accueillir Dieu. On dit que Neshama, ça vient de Neshima. Neshama, c'est l'âme, ça vient de Neshima, c'est le souffle divin. Et en fin de compte, c'est accueillir Dieu et lui dire, OK, j'accueille ton expérience, je la reçois et je suis prête à y faire face. Et finalement, en l'accueillant, eh bien, c'est une manière de voir le monde des possibles qui s'offre à moi avec ça et ne plus être bloqué par rapport aux représentations qu'on se fait de la situation. Donc, c'est accepter, c'est prendre les situations comme elles se présentent, sans jugement positif ou négatif. Et ça, c'est le plus important.
c'est arrêter de se laisser projeter dans notre imaginaire négatif. Parce que quand il y a quelque chose qui arrive, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait tous? Ah, imaginez quelqu'un qui part pour un entretien, qui a un entretien pour le travail, ça fait très longtemps qu'elle l'attend, d'accord? Elle part à son rendez-vous, elle prend sa voiture et qu'est-ce qui se passe? La voiture, pendant qu'elle est en chemin, la voiture s'arrête soudainement ou elle a un accident. Alors, on va dire, elle s'arrête soudainement parce que je connais une situation similaire. Elle s'arrête. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a deux possibilités. Qu'est-ce qui va se passer dans son mental? Soit elle se bloque, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive? Mais j'ai pas de chance. Et là, c'est un entretien qui est tellement important et je l'attendais depuis tellement longtemps. Et ben voilà, ben maintenant, si ma voiture elle est en panne, ben je vais rater mon entretien, je vais pas trouver de boulot. Et puis de toute façon, j'en trouverai jamais. Et en fin de compte, c'est tout le scénario dramatique qui s'ensuit. Et on est dans une projection dans le futur. On n'arrive pas à être dans l'instant présent. Et cette projection dans le futur, eh bien, elle nous bloque finalement et nous empêche d'entrevoir des solutions. D'accord? Alors et je connais une situation similaire, une personne qui a eu presque quasiment la même chose, eh bien, cette personne-là, à ce moment-là, elle a fait ce travail-là d'accueillir, parce qu'elle avait déjà fait ce travail sur elle-même, d'accueillir la situation. OK, c'est bon. Là, je me ressens sur l'instant présent. OK. Pour l'instant, il n'y a que ma voiture qui n'avance pas. C'est tout. OK. Il n'y a rien d'autre. Je n'ai pas raté mon entretien. Je ne suis pas SDF. Je suis juste dans ma voiture n'avance pas. OK, bon, ben, OK, j'accueille et en fin de compte, j'accueille et je comprends que la vie me veut du bien et que là, c'est là juste pour finalement aller tout le travail, ce travail de confiance, de développer cette confiance. Ça, on le verra un petit peu plus tard, hein, je me devance toute seule, mais de réussir, en fin de compte, notre libre arbitre, il s'exerce à un seul moment, c'est de croire en l'avenir ou de ne pas croire en l'avenir, d'être confiant ou de ne pas être confiant, quelle que soit la situation. Donc là, elle dit, bon, mais il n'y a que ça, je me remets à cet instant présent. Le fait d'avoir accueilli, elle est sortie de sa voiture tranquillement, et en fait, elle s'est rendue compte qu'à quelques mètres de là où elle se trouvait, il y avait une comment dire, un garage, d'accord? Alors, elle a fait quelques pas, hein, elle est partie au garage, elle dit: «Écoutez, j'ai un petit souci, je ne sais pas ce qui se passe, ma voiture, elle ne redémarre pas». Eh bien, il est venu, il a levé le capot et elle a dit: «Ah, c'est rien, c'est un petit fusible, tac, tac». En 2 minutes, elle est repartie dans sa voiture, elle est partie. Alors, il y aurait eu plusieurs possibilités, hein. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu le garage à côté. Vous allez me dire, c'est magique. Oui, c'est magique parce qu'en fait, le fait de s'ouvrir, elle a pu voir en fin de compte les solutions qui s'offraient à elle. Elle serait restée bloquée dans sa voiture, elle aurait paniqué, elle aurait appelé, elle se serait énervée, elle aurait peut-être rien vu du tout, d'accord? Mais en fait, le fait d'accueillir, parfois les situations, elles sont là juste pour nous permettre de développer cette confiance et de nous montrer qu'en fait, il y a aucune situation il y a aucun déterminisme. On peut se sortir de toutes les situations. Donc, voilà, commencer déjà par accueillir ce qui est. Euh, on a dit en ne se projetant pas tout de suite dans tout ce qui va se passer après, se dire voilà, je gère ce qui est là maintenant et je ne me mets pas en résistance et je vis l'instant présent et j'essaye de l'accueillir en me disant il y a déjà toujours une solution et que le but, en fait, c'est le travail que je fais sur moi-même maintenant, c'est ça l'objectif de la situation, c'est de m'aider à faire ce travail pour grandir et sentir cet épanouissement qui vient du travail qu'on fait sur soi. Donc, aussi autre chose, c'est prendre notre part de responsabilité. C'est-à-dire que dans toutes les situations, on va avoir souvent tendance à rejeter la responsabilité de ce qui nous arrive ou de la problématique. On va la mettre sur, on va dire que c'est à cause de ça, si on n'est pas heureux, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle. D'accord? Il y a mille choses qui peuvent nous traverser l'esprit. C'est déjà, eh bien, comprendre qu'on a toujours le choix de nos réactions. Nos réactions nous appartiennent. On a toujours le choix, même si la personne en face de nous a tort, même si la personne en face de nous nous fait du tort, même si la situation nous paraît douloureuse, on a toujours le choix de nos réactions et on doit prendre notre part de responsabilité. D'accord? À partir du moment où on arrête de se comporter en victime, d'accord? Eh bien,
on peut entrevoir la lumière, on peut réussir à véritablement aller de l'avant et se sortir de tout. D'accord? Donc, c'est ça, c'est cesser d'attribuer aux autres et aux situations un pouvoir sur notre bien-être. Parce qu'il n'y a rien de pire, en fait. C'est ce sentiment de vulnérabilité que les autres ont ce pouvoir sur nous-mêmes, d'accord? Sur notre bien-être. Là, le pouvoir, il est en nous. On pense que les situations, elles changent et je deviens heureux, je me sens mieux, voilà, je trouve le boulot de mes rêves, alors ça va aller, ou je me marie et enfin je serai heureuse, ou j'ai des enfants et enfin je serai heureuse. Enfin, toutes sortes de choses qu'on peut se dire dans notre mental, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est je suis heureux, je change et les choses qui changent à leur tour. On est une énergie avant tout. Et il faut comprendre que le changement, il commence à l'intérieur de nous pour, en fin de compte, ouvrir ce monde des possibles en face de nous, parce que la vie, elle vient nous donner que les situations qui sont en adéquation avec le travail qu'on a à faire. Donc, plus je fais ce travail intérieur, eh bien, et plus, en fin de compte, les possibilités s'ouvrent en face de moi. Euh, Aussi, je voudrais donner l'exemple de Yosef, en plus surtout qu'on approche Hanouka et que souvent les parachutes de Yosef, elles sont toujours en lien avec. Et Yosef, c'est un exemple. Hein. On voit, je vous dis que la Torah, elle détient toute la sagesse du monde. Et avec Rabbi Akiva, on peut faire un manuel de psychologie positive. Avec Yosef, on en apprend aussi tellement sur la résilience, etc. Et Yosef, on voit que quel que soit, il en a vécu des choses difficiles, Yosef, d'accord? Il a été vendu par ses frères, il a été jeté dans un cachot pour un délit qu'il n'avait pas commis. Il s'est retrouvé à 17 ans, bon, mille et une choses, d'accord? Il a perdu sa mère très jeune, il a été orphelin. Et, euh, et on voit que à chaque fois, on voit dans le texte que Yosef, il n'a jamais perdu sa joie de vivre. On le voit par mille et une choses. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est que à chaque fois, il transforme bien, la situation en un tremplin d'évolution extraordinaire. Et à chaque fois, en fin de compte, c'est lui la lumière. Ça veut dire que quel que soit l'endroit il est au cachot. On dit à partir du moment où il arrive dans le cachot ou dans la prison, il devient le chef de la prison. Tout le monde est heureux sous la gouvernance de Yosef. Quand il se retrouve esclave de Potiphar, au début, c'était un simple plongeur et à la fin, il va se retrouver maître de toute la maisonnée et Potiphar, c'était l'homme le plus puissant. Donc, on voit que en fait, il réussit par cette connexion à lui-même, par cette confiance qu'il a et ce lien qu'il va développer en permanence avec de confiance avec Dieu, il va réussir en fin de compte à surmonter tout. Donc, finalement, les situations ne sont pas responsables il refuse de laisser les situations être responsables de son bonheur ou de son malheur. Il va transformer les situations et il va en faire un tremplin d'évolution. Donc l'autre, il faut comprendre que l'autre en face de nous, ce n'est qu'un activateur d'une blessure que l'on porte en soi. D'accord? L'autre, c'est pas le responsable. L'autre, effectivement, il va venir activer une blessure que l'on a en nous. Vous savez, quand est-ce qu'on est dans la réaction? Quand est-ce qu'on réagit? Quand est-ce qu'on s'énerve? Quand est-ce que ça va pas? Si je vous donne une image, c'est comme si on vous poussait sur l'épaule, d'accord? Si quelqu'un vous pousse ou vous appuie sur votre épaule, d'accord? Bon, ça va vous déranger un petit peu, à moins qu'il vous donne un gros coup, mais je vous parle juste s'il vous pousse, d'accord? Euh, Ça va vous déranger, mais ça ne va pas vous faire bondir. Quand est-ce que ça va faire bondir la personne? C'est imaginons qu'il a une plaie ouverte à l'endroit où la personne le pousse. Alors, oui, effectivement, c'est l'activateur, c'est la personne qui a appuyé dessus, d'accord? Mais en fin de compte, qu'est-ce qui nous fait réagir? Qu'est-ce qui nous fait bondir? Eh bien, c'est qu'on a une plaie et qu'on a une blessure ouverte qu'on n'a pas soignée. Et c'est ça, en fin de compte, qui nous fait réagir dans l'existence. Donc, quand on est en surréaction, quand on a des réactions disproportionnées, quand il y a des choses qui se répètent, quand tout ça, eh bien, finalement, la problématique, elle est en soi, elle n'est pas à l'extérieur de soi. Et tant qu'on ne veut pas régler cette problématique, eh bien, on se retrouvera souvent confronté au problème. Et surtout, comme je vous ai dit, c'est que c'est nos croyances aussi qui attirent à nous ces situations. Donc, comme je vous ai dit, le chemin de la guérison, il commence par l'acceptation. Le chemin de la guérison, il commence toujours par l'acceptation. Accepter, c'est d'une part se voir tel que l'on est,
et apprendre, alors c'est tout un chemin, hein, apprendre à s'aimer ainsi, d'accord, sans se juger. Parce que de la même façon qu'on ne doit pas juger les situations qui nous arrivent, voilà, une personne qui perd son boulot, elle se dit que c'est la chose la plus dramatique qui peut lui arriver. Ben non, elle ne doit pas juger parce qu'elle sait jamais, on ne sait jamais l'issue d'une situation. Peut-être que finalement, cette perte de boulot, c'est ce qui va lui amener le véritable épanouissement. Elle va aller se reconvertir dans quelque chose qu'elle aime vraiment et elle va se découvrir, et que si jamais on l'avait pas mis à la porte, eh bien, elle l'aurait jamais fait d'elle-même. Donc finalement, peut-être que c'est le grand cadeau de l'existence, d'accord? Donc de la même façon qu'on ne doit pas juger les situations positivement ou négativement, eh bien, on doit arrêter de se juger, d'accord? Par rapport à notre passé, par rapport à nos blessures, par rapport à ce qu'on peut ressentir. C'est arrêter d'être dans le jugement, d'accord? C'est accepter de se voir tel que l'on est, sans se juger, apprendre à se comprendre, et on va voir aussi comment c'est répondre à nos besoins, mais pas de la façon dont on le fait jusqu'à présent. Donc, il faut déjà accepter ce que nous sommes pour pouvoir devenir ce qu'on veut devenir. D'accord? Si on ne sait pas à qui on est, eh bien, on peut pas devenir meilleur, on ne peut pas avancer sur le chemin de la vie. Euh, euh, on juge souvent chez les autres ce qu'on n'accepte pas chez soi. D'accord? Donc souvent, comme encore une fois, ce qui nous fait réagir, ou c'est que c'est des choses qu'on n'arrive pas à accepter de soi. D'accord? Et quand je vous parle d'acceptation, comme je vous ai dit, alors vous allez me dire comment on fait face à une situation. Acceptation, ça veut dire que voilà, si par exemple il y a une émotion qui nous déborde, d'accord, alors on ne doit pas réagir, alors on doit refouler notre émotion. Non, pas du tout. Il faut surtout pas refouler l'émotion, parce que une émotion refoulée, elle se répète. D'accord. Par contre, une émotion qui est accueillie, eh bien, elle se digère, entre guillemets. Alors, accueillir nos émotions, ça veut dire être capable de ne pas réagir, se mettre, par exemple, s'isoler, être capable de voir ce qui se passe en nous, de comprendre ce qui se passe en nous, d'accord, et de laisser passer la vague. Il faut accepter de laisser passer la vague, de laisser passer cette vague de l'émotion. L'émotion, c'est une vague. Elle atteint un pic, mais elle disparaît aussi vite si on est capable de la laisser passer. Par contre, la refouler, c'est la cristalliser en nous. Donc, j'aime bien aussi donner cet exemple, parce que je vous ai dit que Rabbi Akiva, c'est un manuel de psychologie positive. Il y a une histoire comme ça sur Rabbi Akiva qui dit qu'à un moment, il est parti en mer. Il a pris un bateau, et il y a son ami, je ne sais plus c'était quel rabbi, qui était sur le rivage, et il voit qu'il y a une tempête terrible qui s'abat sur la mer, et il voit le bateau qui se renverse, tous les gens qui tombent dans l'eau, tout le monde est en train de mourir sous ses yeux. Il se dit: oh là là, Rabbi Akiva, Rabbi Akiva. Bon, il pense à tout le monde évidemment, mais Rabbi Akiva. Bon, vu la catastrophe et vu la force de cette tempête, il s'est dit: bon ben voilà, Rabbi Akiva est parti, a disparu. Et en fait, le lendemain, quand il va au Beth Midrash, il ouvre la porte, et qui voit en premier, assis sur sa table en train d'étudier, Rabbi Akiva. Et comment t'as fait? J'ai vu tout le monde mourir, je les ai vus, j'ai vu la puissance de ce ravage-là, cette tempête qui s'est abattue, c'est impossible d'y survivre. Et Rabbi Akiva, il dit, les gens ont essayé de résister face aux vagues, de se débattre avec. Moi, eh bien, je me suis laissée emporter. Je n'ai pas essayé de résister, en fin de compte. Je n'ai pas essayé de me débattre. Il a laissé passer la vague. Comment laisser passer la vague? C'est-à-dire, au moment où il y a la grosse vague, tu crois que tu vas te confronter à elle, tu vas réussir à être plus fort qu'elle? Non, c'est juste pas possible. Ben, laisse-toi à ce moment-là, laisse-toi recouvrir, d'accord? Laisse-toi recouvrir par l'émotion, laisse-la venir, laisse-toi recouvrir par cette vague, laisse-la passer au lieu d'essayer d'aller se débattre avec. Et ensuite, il remontait à chaque fois qu'il pouvait remonter. Et en fin de compte, comme ça, il s'est laissé doucement emporter sur le rivage, et il a pu regagner la rive. Et l'idée, c'est que dans la vie, on se débat, et en fin de compte, on perd une énergie considérable à vouloir se battre contre plus fort que soi, au lieu de comprendre que de garder cette énergie pour ce qui vaut la peine, en fin de compte, de reprendre son énergie, de laisser passer l'émotion, et après d'aller vraiment entamer des actions qui sont constructives. Donc, dernière chose aussi, comme je vous ai dit, on est bien plus que ce qu'on pense être.
Et quand on veut faire face à l'émotion, eh bien, il faut aussi devenir spectateur de soi pour laisser s'exprimer son être profond. Ça veut dire apprendre à se voir à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle la métacognition. Ça veut dire se placer un peu au-dessus de nous et dire ah ben qu'est-ce que je suis en train de ressentir là? Ah j'ai le cœur qui bat vite, j'ai des palpitations, j'ai les mains moites, je deviens rouge, je sens une contraction en moi. Qu'est-ce qui se passe? Et de voir, et d'observer. C'est ça aussi la mindfulness, c'est d'être observateur de ce qui se passe en nous, de sortir à l'extérieur de soi. Et c'est comme ça aussi qu'on s'aperçoit qu'on est bien plus que ce qu'on pense être et que, oui, l'émotion, elle peut être là, mais on peut aussi la surmonter quand on apprend à la voir et à la laisser passer. Se reconnecter à soi et à son essence. Donc, c'est réussir aussi à faire taire ce que je vous ai dit, l'ego, le bavard en nous, pour laisser la place à l'être. On n'est pas nos mentales, on n'est pas nos croyances, on n'est pas nos peurs. On est bien plus que ça. C'est réussir à annuler son ego pour envisager les solutions. Alors, j'aime bien de donner des paraboles, mais là, je pense qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. On n'aura pas forcément le temps d'en parler aujourd'hui, mais arrêter de fonctionner en pilote automatique en envisageant d'autres alternatives. Ça veut dire que, voilà, quand on est dans la réaction, c'est pilote automatique. On réagit comme on a toujours eu l'habitude de réagir. Au moment où on exerce notre libre arbitre, c'est le moment où on se dit, ah, peut-être qu'il y a d'autres façons de réagir. Peut-être qu'il y a d'autres façons de voir les choses. Peut-être que c'est la bonne façon de réagir dans cette situation. Mais être capable de, finalement, être en conscience et de s'approprier sa réaction. Pas je le fais parce que tout le monde s'énervait chez moi quand il y avait un problème, je m'énerve là aujourd'hui. Non, c'est peut-être que là, il faut s'énerver. Mais je décide de m'énerver en conscience. Ça veut dire que je décide de réagir s'il faut réagir de cette façon. Mais là, en pleine conscience, vous comprenez? Donc, de plus réagir en pilote automatique et d'envisager aussi d'autres alternatives à notre façon de voir. Il y a cette solution, mais il y en a d'autres. Et quelles sont les solutions qui se trouvent face à moi? Débusquer la peur qui est à l'origine de notre réaction, d'accord? Essayer vraiment d'aller comprendre en fait quelle est la peur en moi qui me fait bondir de cette façon, qui me fait réagir de cette façon. Identifier, et ça c'est le plus important, c'est le besoin qui se cache derrière. Comme je vous ai un petit peu parlé, mais j'ai survolé les blessures qu'on peut avoir, eh bien, derrière chaque blessure, il y a un besoin, comme je vous ai expliqué, qui n'a pas été comblé. Et quand on a une blessure, par exemple, d'amour ou une peur de l'abandon, une blessure d'abandon, eh bien, le besoin qui n'a pas été comblé, c'est cette proximité, etc., cet amour inconditionnel. Et souvent, on attend que l'autre réponde à nos besoins. Donc, en fait, on s'accroche à l'autre pour qu'il nous donne ce dont on manque, mais on s'accroche de manière possessive ou inadéquate parce qu'on a cette blessure. Et en fait, c'est parce que nous, on n'est pas déjà capable de s'aimer nous-mêmes. En fait, il faut déjà apprendre à répondre nous-mêmes aux besoins, ne pas attendre des autres qui répondent à nos besoins à notre place. C'est quoi l'égoïsme? L'égoïsme, c'est de vouloir que l'autre réponde à nos besoins avant les siens. D'accord? Ça veut dire de comprendre que, en fait, déjà, sois à l'écoute de toi-même. Réussis à comprendre quel est le besoin qui se cache derrière et de prendre soin de toi, ne pas attendre que l'autre le fasse pour toi. Et en le faisant, déjà, tu vas finalement te guérir et évoluer vers une relation qui est beaucoup plus saine et finalement trouver ce que tu cherches, le vrai amour, etc., la vraie connexion à l'autre, d'accord? Pas le besoin que quelqu'un finalement comble tes manques. Parce que pour pouvoir finalement être dans une union saine, il faut bien entendu que chacun se complète l'autre, mais surtout comprendre que déjà, on se parfait soi-même pour pouvoir être dans un équilibre dans le couple. Dernière chose, se reconnecter à l'instant présent. Ce que je vous ai expliqué, arrêter de ruminer le passé ou de noircir l'avenir quand on est face à une situation. Simplement décider de la façon d'agir ici et maintenant. Et dernière chose, ce qui je pense, ce qui est le plus important, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est croire, être confiant à chaque instant, d'accord? Quelles que soient les situations, comme je vous ai dit, il y a toujours
eh bien, une pierre précieuse, il y a toujours un diamant qui se cache derrière. Être confiant que c'est un cadeau à nous offrir si on est prêt, en fin de compte, à se confronter à la difficulté. Et si on est prêt et qu'on comprend qu'on a en nous les ressources, c'est déjà aussi croire en soi. C'est-à-dire que ça commence par avoir cette foi en soi. Vous savez, le seul déterminant de la réussite, les gens, ils ont tendance à penser que les déterminants de la réussite, c'est on est très intelligent, on est beau, on a de l'argent, etc. C'est ça qui va déterminer notre réussite. Le seul déterminant de notre réussite, c'est notre foi en notre capacité d'y arriver. Et 1000 expériences qui existent en psychologie qui le montrent. Ça veut dire que ceux qui pensent, qui ont cette foi en leur capacité d'y arriver, eh bien, c'est ceux qui arrivent au bout qui y réussissent. Donc, c'est croire en soi, c'est croire en Dieu, en la vie. Alors, ceux qui ne croient pas en Dieu, bon, je pense qu'ici, je suis qu'avec un public qui croit en Dieu, mais pour ceux qui ne croient pas en Dieu, même pour les non-juifs, hein, c'est croire en la vie, que la vie, elle est là pour elle nous veut du bien. On n'est pas, c'est tellement extraordinaire le monde qui est autour de nous, qui a été créé pour qu'on puisse en bénéficier, en profiter. C'est évident que la vie, elle est là pour nous offrir des choses, d'accord? Il faut croire en ça. Il faut croire que c'est pas fait pour nous mettre des bâtons dans les roues. Au contraire, c'est fait. Ces bâtons, ils sont là pour nous permettre de grandir, de s'élever, d'évoluer et de se dépasser pour aller chercher la lumière en soi, pour aller chercher, pour aller c'est pour s'épanouir véritablement. L'épanouissement, c'est toujours proportionnel à l'effort qu'on fournit, d'accord? Il n'est pas, comme je vous ai dit, lié à la facilité. Et aussi comprendre que tout a un sens et nous mène quelque part. Donner un sens aux choses, donner un sens à nos expériences douloureuses ou moins douloureuses, que tout a un sens. Il y a une thérapie qui s'appelle la logothérapie de Viktor Frankl, c'est la thérapie par le sens. Viktor Frankl, qui à la base n'était pas croyant du tout, mais c'était un juif autrichien, je crois, qui a vécu les camps de concentration. Et, et il a créé cette école de logothérapie suite à ça. Donc cette thérapie par le sens, de réussir à donner un sens à son expérience douloureuse. Et finalement, il dit que même dans les camps de concentration, à un moment donné, il y avait des personnes qui ont voulu se jeter sur les fils barbelés pour mourir parce que c'était trop difficile. Et il est parti voir, il dit non, non, ne faites pas ça, mais pourquoi vous faites ça? Et il leur a répondu, on n'attend plus rien de la vie. Et il a dit, arrêtez de vous demander, de vous dire ça, demandez-vous ce que la vie attend de vous. D'accord? On a quelque chose à offrir au monde, on a quelque chose à donner. D'accord? Et finalement, comprendre que on peut construire du sens à travers tout ce qui arrive et que tout un sens et nous mène quelque part, nous mène à ce perfectionnement de l'être si on est prêt à faire le travail et à s'y confronter. Et décider que ça peut changer. Oui, les choses peuvent changer, on peut se déprogrammer, ça demande du temps, ça demande de l'investissement, mais oui, c'est possible. Et visualiser vers où on veut aller. Comme je vous ai dit, souvent on est télécommandé par nos peurs. Arrêtez d'être télécommandé par nos peurs, mais avoir une vision de ce qu'on veut en fait. C'est quoi l'objectif qu'on recherche? Souvent, on ne sait pas ce qu'on veut. D'accord? Donc, on peut pas être amené vers ça si on ne sait pas nous-mêmes, on ne détermine pas ce qu'on attend de l'autre, ce qu'on veut, et qu'est-ce qui nous fait peur dans la situation pour pouvoir s'en détacher. Donc, et c'est ce qui va nous permettre de passer à l'action constructive. Voilà, j'ai fini par libérer ces QFD, libérer, délivrer. Mais voilà, qu'on puisse réussir à... C'est le chemin de la vie, c'est le chemin de l'existence, essayer d'engager cette transformation en profondeur et en se reconnectant à soi et en se libérant en fait de ce conditionnement. On est tous le fruit d'un conditionnement. Voilà. Incroyable, vraiment, ça a été un exposé juste extraordinaire. Tu nous as comblés à tous les niveaux. On voit que ça a demandé tellement de travail et d'expérience. On voit que tu nous as condensé tellement de connaissances, mais d'une manière tellement limpide, claire. Tu nous as offert vraiment quelque chose de professionnel et tout en étant humaine et spirituelle. Vraiment, merci. Merci Ardena, c'est trop de compliments. Non. Et vraiment, merci beaucoup. Et voilà, j'ai donné la parole à tout le monde. J'ai réouvert les micros.
Voilà, je demande à tout le monde de réactiver le micro pour pouvoir poser des questions à Keren. Alors là, j'ai reçu une question. Comment contrôler ses émotions quand on sent qu'on ne les maîtrise plus? Quels sont les conseils, astuces à utiliser sur le moment? Merci beaucoup. Alors, ce que je disais, j'en ai donné quelques-uns pendant l'intervention. C'est déjà être capable de, si on n'arrive pas à contrôler ou à maîtriser ça, être capable de, si on a la possibilité en tout cas, de se mettre à l'écart, quoi, de s'isoler et de se connecter en fin de compte à ses émotions. Ça veut dire d'essayer de, quand on se met en observateur de ses émotions, on prend tout de suite de la distance, on arrive à les gérer. Mais si on les refoule, on ne veut pas les voir, elles nous débordent. D'accord? Donc, être capable de voilà, se mettre face à enfin, observer ses émotions, ce que ça fait en nous, d'accord, de manière physiologique. Et c'est ce que je vous expliquais, c'est de laisser passer la vague, d'accord? Ça veut dire, bon, ben voilà, là, je tremble, je suis pas bien, je suis très en colère. Ben, qu'est-ce qui se passe en moi? D'être déjà dans cette description, ben, ça nous détache de notre mental parce qu'on est dans cette observation. Et petit à petit, ben, on voit que l'émotion, c'est quelque chose qui est très furtif, ça va passer vite. Mais si on la laisse se transformer en sentiment par rapport à ce qu'on se dit, de ce qu'on est en train de vivre et parce qu'on est en train de refouler et ne pas voir, alors oui, là, ça prendra beaucoup plus de temps. Donc déjà, être dans l'accueil de ça, en étant capable de se mettre à l'écart, et après essayer d'analyser pourquoi ça nous a tellement bouleversés et qu'est-ce qui se cache derrière. Magnifique. Alors, a-t-on d'autres questions? Moi, j'ai pas reçu. As-tu reçu des questions? Moi, je vois rien. J'ai un peu du mal, Ouais. je t'ai dit, avec le, Non, non, il n'y a pas de le question. Zoom. Où je vois ça. Voilà, non, Coucou. non, c'est bon. Non, Voilà. c'est bon. Moi, j'ai demandé à voilà, celles qui veulent poser des questions, on a quelques minutes. Il n'y a pas de questions. Moi, j'aimerais rebondir sur une question, Keren, j'en profite. Qu'est-ce qui se passe si on cristallise une émotion à l'intérieur de nous? Si on cristallise une émotion incarnée, ben, finalement, elle va venir se manifester à des moments où ben, elle n'est pas du tout appropriée, d'accord? Et ça va créer, comme on dit, ce que je vous dis, ces réactions disproportionnées. Parfois, c'est vrai, quand on observe de l'extérieur un parent avec son enfant, ben vu de la situation de l'extérieur, on ne comprend pas pourquoi le parent se met dans une telle colère, alors que parfois, c'est rien du tout. D'accord? Alors oui, ben, c'est lié à tout un passif, etc. Mais souvent, il se passe quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a une réaction qui est disproportionnée parce qu'en fin de compte, c'est une accumulation d'émotions refoulées et en fin de compte, c'est la goutte qui va faire déborder le vase et alors que c'est pas forcément en lien avec la situation proprement dit. Je t'entends plus, Alors, Yardena. Ouais. j'ai dit merci pour ta réponse. Alors, j'ai reçu une question. Alors, il y a plusieurs questions, s'il te plaît. Il y a comment réagir sur le moment en situation de stress avec les enfants et quels sont les livres que tu pourrais conseiller sur ce thème? Oula. Alors, en situation de stress avec les enfants. Déjà, je conseille, c'est que d'anticiper les moments qui sont propices au stress. Ça veut dire qu'on sait en général à quel moment ça devient compliqué et où on va réagir dans le stress et que ça va mal se passer. Donc, déjà, de réussir à anticiper ces moments pour pas, encore une fois, que ces répétitions se fassent, c'est parce qu'on ne tire pas les leçons, en fait. On fait toujours pareil. Donc, essayer d'aménager les choses pour être le plus détendu possible à ce moment-là ou enfin, trouver des solutions en amont et pas sur le moment même, parce que sur le moment même, on n'y arrivera pas. La question, tu m'as dit comment réagir en situation de stress? Avec les enfants. Avec les enfants. Ben, après, il faudrait une question un petit peu plus précise, mais ça veut dire déjà juste apprendre à respirer. Hein, je veux dire, il y a des moments où ne pas ne pas réagir ne pas être dans la réaction, encore une fois, et s'extraire en fait de la situation. Si on sent que ben là, on n'a pas donné le relais à quelqu'un, si on a si on a notre mari qui est présent ou n'importe quoi, parfois être capable de
comment dire, de reconnaître ses limites, hein. Donc, réagir au stress, en général, ben, c'est en prenant un verre d'eau, c'est en réussissant vraiment sur le moment même, en tout cas, à s'extraire de la situation. Et ensuite, après coup, de pouvoir analyser en fait ces moments-là et pourquoi, comment ça arrive, d'accord, pour ne pas exploser sur les enfants. Merci Keren, voilà, merci beaucoup. Je t'entends plus, Yardena. Quels sont les livres que tu pourrais conseiller? Alors, je t'enverrai une liste, ça sera plus simple Merci. que Voilà. de... Et situation de stress par rapport aux enfants, il faut savoir aussi, je pense qu'un point important, c'est que les enfants sont les professionnels pour activer les blessures des parents. C'est-à-dire que il faut comment dire, comprendre qu'est-ce qui nous fait surréagir parfois, hein. Ça, c'est vraiment, ils peuvent vraiment nous aider à se reconnecter à ce fameux passé, hein, et à comprendre en fin de compte quelle est la blessure qui se cache derrière et qui fait qu'on surréagit et quelle est la peur qu'on a, hein, souvent et qu'on projette dans nos réactions. Donc voilà, c'est le travail dont on a parlé. Si tu peux, j'ai une dernière question et après on te laisse et on te remercie. La dernière question, c'est que la maman qui est un peu, qui cherche à savoir le fait de se dire qu'il faut changer notre réaction et se faire la comédie lorsque le mari n'est pas rentré. Non, pardon. Le fait de se dire qu'il faut changer notre réaction, est-ce faire la comédie? C'est-à-dire, est-ce nier la vérité? Je pense, hein. Et par rapport à quoi tu parles? À la situation que j'ai exposée tout à l'heure? Par rapport à quoi? Non, alors ça, c'est une autre personne, excuse-moi, Mhm. Irène. Le fait de se dire, ben, je pense ce qu'elle disait, que la situation va s'améliorer, ça va aller, croire en l'avenir, etc. Est-ce que c'est ne pas se faire de la comédie? Ah, Je pense, comme je vous ai expliqué, c'est mais que, elle a la possibilité d'ouvrir son micro si elle veut. d'accord, comme je vous ai expliqué, c'est-à-dire que si on a une croyance, eh bien, vous aurez toujours raison. Ça veut dire la vie, elle viendra vous donner raison parce qu'on veut toujours conforter nos croyances. Donc, en fin de compte, il faut vous dire que c'est croire, en fin de compte, c'est vous donner un avenir. C'est vous, on donne vie à ce à quoi on croit. C'est vous, en fin de compte, qui créez votre réalité. C'est pas la réalité et la réaction que j'ai par rapport à cette réalité, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On croit que c'est comme ça que ça fonctionne, mais en fait, ça commence déjà, le changement, il commence en nous et ensuite les choses, elles changent à leur tour. Donc, croire en l'avenir, c'est se donner ces possibilités d'avenir. Et refuser d'y croire, et ben, finalement, ben, c'est se projeter dans cet avenir noir et se couper en fin de compte de ces possibilités de s'en sortir. Donc, La j'espère que question, j'ai c'était répondu à pas la vraiment question. ça. Ah, alors D'abord, dites-moi. merci. Avec J'ai plaisir. pris un petit peu en retard votre cours. Alors peut-être avez-vous déjà répondu. Lorsqu'il y a une sorte de cercle vicieux, c'est-à-dire lorsque notre Scénario réaction répétitif. première fait en sorte que, bon, c'est-à-dire le fait de se dire, bon, il doit y avoir une autre solution, je vais essayer autre chose, est-ce faire la comédie? Bah non, finalement c'est réagir avec maturité par rapport à la vie. C'est comprendre que en fait je vais plus fonctionner comme un pilote automatique. C'est plus je suis conditionnée à réagir comme ça, donc je réagis comme ça. Donc là je n'exerce plus mon libre arbitre, hein, je n'exerce plus rien. Je suis conditionnée à fonctionner comme ça, donc voilà. Et fonctionner autrement, bah ça serait mentir. Non, pas du tout. Fonctionner autrement, c'est comprendre en fin de compte que non, on a le choix de réagir autrement. Et c'est exercer ce choix dans la vie. Et finalement, c'est comme ça qu'on avance et qu'on fait des choix éclairés et qu'on réussit en fin de compte à se parfaire et à mieux gérer les choses, à mieux gérer les situations. Est-ce que j'ai répondu? Parce que le micro est coupé, je crois. Oui, tu as très bien répondu. Je te remercie, Keren. Est-ce D'accord. que, est-ce que Corinne, elle a répondu à ta question? Corinne, est-ce qu'on a répondu à ta question? Oui, pardon. Donc, en fin de compte, quelque part, le but de la vie, c'est s'étonner avant tout. Le but de la vie, c'est Quand évoluer.
S'étonner, ça veut dire. Ça veut dire justement nous-mêmes nous surprendre en faisant d'autres réactions, on surprend aussi les autres du reste. C'est peut-être parce qu'on dit que le but de la vie, c'est aussi de garder sa capacité à s'émerveiller. Donc, ça rejoint un petit peu ce que vous dites. Mais c'est pas s'étonner. Le but, c'est pas de s'étonner. Le but, c'est comment dire, de trouver un équilibre, un bien-être. Et quand il y a des réactions qui ne sont pas appropriées ou qui sont disproportionnées ou qui ne sont pas, comment dire, même saines ni pour l'environnement ni pour nous-mêmes, eh bien, c'est des situations qui nous font du mal. Donc, le but, c'est de changer, non pas juste pour changer, pour étonner la galerie. Le but, c'est de changer pour pouvoir se rapprocher, en fin de compte, de cette quête de sens, je veux dire, de bien-être aussi, et évoluer voilà, dans l'existence. Merci pour tout. Et c'était moi aussi qui avais posé les questions concernant les livres et j'ai hâte de savoir votre programme. Merci. Si je veux, avec plaisir. Merci beaucoup, Keren. Merci infiniment. Avec plaisir. Et merci à Yardena. Hein? J'ai dit à tout le monde, elles pouvaient ouvrir leur micro pour te remercier. C'était passionnant. J'ai adoré. Avec grand plaisir. Je suis sûre que tout le monde a adoré. Merci encore. Merci Karen. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir Karen. Au revoir tout le monde. Merci. On se retrouve la semaine prochaine si Dieu veut. Merci pour tout. Merci.